ce sont donc les images qu'on a vues au début de l'émission et votre article, Christelle, qui donne naissance au fameux appel. Le fameux appel que l'association, donc le mouvement de jeunesse juive Hashomer Hatzaïr et Radio Shalom lancent conjointement le 25 mars pour dénoncer ce que vous appelez donc dans le texte même de cet appel des ratonnades anti-blancs, c'est-à-dire l'agression gratuite de jeunes sous le seul motif qu'ils sont français. Et parmi les premiers signataires de l'appel, on trouve Elie Chouraki, Alain Finkielkraut ou encore Bernard Kouchner. Voilà, alors ratonnade anti-blanc, évidemment c'est très fort. Si vous avez mesuré l'impact des mots que vous avez employés vous aussi, que finalement ça ne repose que sur le témoignage d'une poignée de jeunes. Alors si vous voulez, bien entendu, et je vous remercie d'avoir parlé et d'avoir cité le terme ratonnade anti-blanc, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, beaucoup de commentateurs, beaucoup d'observateurs ont décrit cet appel comme un appel contre le racisme anti-blanc. Ce qui n'est pas dans votre texte. Ce qui n'est pas dans notre texte, c'est ce qu'on... Si vous voulez, on ne cherche pas à mener le travail sociologique ni à étendre les agressions des manifestations à l'ensemble de la France, mais on souhaite dénoncer des éléments de racisme qu'on a relevés dans ces manifestations. On a un jeune homme qui est membre de notre association, qui est membre de notre mouvement, qui s'appelle Jérémy, qui a participé à ces manifestations. Et il est venu nous raconter son agression parce qu'il a été agressé pendant cette manifestation. Il a été accosté par une bande de 10 jeunes qui lui ont demandé son portable. Il a dit non, il s'est fait agresser. Et on l'a laissé dans le caniveau. Il est tombé dans le caniveau, la tête en sang, couvert d'hématomes, et on lui a pas pris son portable. Oui, ce qui rejoint les témoignages qu'a recueilli Luc Brunner. Oui. Complètement. Et si vous voulez, c'est cet ensemble de choses, cet ensemble d'images, parce que j'ai également pu assister, tristement et malheureusement, parce que je vous dis très honnêtement, moi non plus, j'ai pas réussi à dormir après ça. Mais j'ai également pu assister à l'une de ces agressions, et je vais vous dire, une dizaine de jeunes qui débarquent avec parfois des couteaux, parfois rien, parfois des battes de baseball, ce qui n'est a priori pas l'attirail d'un manifestant qui vient défiler pour plus d'égalité à l'école. C'est une agression et ça ressemble à une ratonnade. C'est ça qui nous a fait peur et le terme très fort, je suis d'accord, est là. Si vous n'avez pas réagi un peu vite quand même, parce que bon voilà, c'est la première fois. Oui, mais c'est dès la première fois qu'il faut le dénoncer. Sinon on n'y arrive pas. On peut faire une distinction entre racisme et violence, en plus. Je pense que tout le monde a dénoncé la violence. Pour autant, est-ce que c'est une forme de racisme ou de judéophobie ou de francophobie? Bon, on entre dans le cœur du sujet. Ah, oui. Vous posez la question, et est-ce que les citations qui sont contenues dans le papier de Luc Brunner et qu'on a lu ne vous convainquent pas que oui, qu'il s'agit bien de racisme? Écoutez, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Clarisse, qui a publié cette tribune, et comme beaucoup de gens, d'abord, on a été choqués, et c'est pas non plus la peine de rajouter dans l'émotion, mais on a été choqués par les scènes qu'on a vues, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Bon. Pour autant, on a été choqués et par l'emballement médiatique et aussi par cet appel. Parce qu'on trouve que cet appel est inquiétant. Pourquoi il est inquiétant? D'abord parce qu'on mélange tout. On mélange des événements violents avec la couleur de peau ou avec l'origine et la nationalité. Et dans l'appel dont on parle, on dit tantôt parce qu'il a été français et tantôt on parle des ratonnades anti-blancs. Donc entre français et blanc, il y a déjà une confusion et je m'étonne que des gens comme Taguieff puissent faire ce genre de réduction. La dénonciation de Finkielkraut sur le mouvement francophobe et judéophobe, c'est aussi ahurissant. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est irresponsable de la part d'intellectuels et de gens qui sont réputés être de gauche. Ça, c'est un premier point. Alors ça, c'est sur l'appel du chef Cocoref, mais sur l'article de Luc Brunner. On était sur l'appel. Mais ce que je trouve aussi inquiétant, c'est que cette campagne, de façon générale, surfe sur des dérives ethnistes de la société française. Elle alimente une sorte de racialisation des conflits sociaux qui est réelle, des rapports sociaux. On l'a vu avec... Qu'est-ce qui est réel ? La racialisation ? Oui, tout à fait. On l'a vu avec le voile. Et là où on attendrait à ce qu'il y ait plutôt une explication, une compréhension. Moi, je trouve qu'on alimente un climat malsain plutôt que de prendre des distances avec ce climat et essayer de le comprendre. Alors, éventuellement, sur le papier de Luc Brunner, moi, j'aurais des choses à dire, mais très rapidement. Oui, allez-y. Bon, alors d'une part, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la une enquête sur les casseurs. C'est-à-dire, quelle enquête et quel casseur.
Moi, je suis admiratif. C'était bien une enquête sur les casseurs. Oui, mais enfin bon, je suis admiratif devant le professionnalisme de Luc Bronner, parce que franchement, en un jour, d'arriver à recueillir des propos comme ça, bon, alors... Attendez, vous dites ça ironiquement ou vous dites ça sérieusement? Non, je suis admiratif, mais cela dit, c'est du discours, et je constate que dans ce discours, parce qu'ils peuvent très bien aussi jouer un peu avec leur interlocuteur. Hein. Moi, en tant que sociologue, j'ai beaucoup travaillé dans les cités et les banlieues dites sensibles. Je suis très habitué à cette façon dont les jeunes peuvent sortir le discours qui est attendu. Cela dit, dans ce discours, il y a des choses très différentes. Voilà, il y a des motivations économiques, il y a des motivations ludiques, et il y a des motivations racistes ou qui relèvent de la jalousie. Mais ça, il l'a dit dans son article. Oui, mais tout réduire sur le racisme anti-blanc et après sur les ratonnades anti-blancs, c'est là où il y a une dérive. Alors, juste sur les conditions dans lesquelles vous avez recueilli ces propos, vous dites les jeunes savent très bien ce que l'interlocuteur attend et ils peuvent servir finalement le discours qu'il attend. C'est ce que dit aussi un confrère de Luc Bronner. Hein, c'est votre homologue à Libération, il s'appelle Didier Arnaud et il rappelle que la parole des jeunes de cité est à manipuler avec précaution. Ce que je sais pour avoir travaillé dans les cités, c'est que c'est compliqué de faire ce type de questionnement et c'est compliqué d'avoir une réponse qui soit une réponse franche ou une réponse qui soit pas de temps en temps un peu fabriquée. Il y a souvent un désir de la part des interlocuteurs de répondre quelque chose que les journalistes auquel les journalistes s'attendent, donc de faire une réponse formatée. Si vous allez voir des petits noirs pour leur demander alors est-ce que vous êtes raciste et qu'il y en aura toujours un pour venir devant et pour dire ouais moi les blancs voilà donc c'est aussi je dis qu'il faut voir ce truc là à travers. Je mets pas en cause le reportage qui a été fait, je trouve bon je pense que effectivement et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas chez les blacks ce sentiment là mais je pense que il n'est pas univoque, il est dangereux à manier, il n'est pas uniforme et combien de personnes il représente, quoi. Quel volume de gens il représente. Comment vous avez pu être sûr qu'ils ne jouaient pas avec vous et qu'ils ne vous servaient pas le discours qu'ils avaient l'impression que vous attendiez? C'est une très bonne question. Je ne peux pas avoir de certitude. Il n'y a pas de certificat de casseur, il n'y a pas de vérité. Cela dit, j'ai là encore des éléments importants. D'abord, j'ai une certaine habitude à aller dans les banlieues en suivant la rubrique éducation au monde, donc qui impose d'être assez régulièrement dans les établissements scolaires, donc d'avoir un contact, comme vous le dites, en tant que sociologue régulier, donc d'essayer de décrypter le message de ces jeunes qui parfois, notamment lorsqu'ils sont en groupe, a tendance à répondre par anticipation aux demandes qu'on peut faire. Il se trouve que ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance puisque je suis tombé un jour d'examen dans ce lycée et que donc, c'est le hasard total, ils sont sortis de manière échelonnée, l'établissement. Ce qui fait que je n'ai jamais eu à aucun moment de groupe avec une dizaine, par exemple, de jeunes. Je me suis toujours trouvé face à des individus qui étaient seuls, à 2, à 3 ou à 4, qui est un élément vraiment important quand on veut faire un travail journalistique avec eux. À 4, il y a toujours un leader ou 2 qui se détachent, mais on reste quand même dans une discussion relativement sereine. On n'est pas dans l'effet caméra qu'on peut constater quand on est journaliste dans ces zones-là. Alors, ce qui fait que d'autant plus qu'on peut se poser la question, c'est que quelques jours après vous, TF1 a fait la même enquête que vous et les témoignages n'ont pas tout à fait la même tonalité. Voilà, c'était juste 4 jours après, donc c'était le 20 mars. Donc je rappelle que l'appel contre les ratonnades anti-blancs n'avait pas encore été lancé, mais votre article a donné envie de réagir à ce journaliste de TF1, Rabat Haït Amadouche, qui est allé donc lui aussi rencontrer des jeunes affirmant avoir fait partie des casseurs, lui aussi à la sortie d'un lycée en Seine-Saint-Denis, mais ces interviews ne débouchaient pas sur les mêmes conclusions que les vôtres. Pour la plupart, ils ont entre 15 et 18 ans et fréquentent les lycées techniques de Seine-Saint-Denis. Ces adolescents sans repère justifient fièrement leur méthode de voyous. Dans leur discours, c'est une forme de jalousie sociale qui les pousserait à commettre ces vols. Je dis maintenant, il y a des riches, voilà, ils vont là-bas, ils jouent les mains, ils sortent leur portable, ils nous narguent en plus, eux ils habitent dans le 16e, nous on habite à Montreuil. C'est normal, on a un peu la rage, nous on se travaille avec des vieilles baskets plein de trous, eux ils ont des baskets qui coûtent 300 €. Sur nous aussi on veut notre argent. Le phénomène des casseurs n'est pas nouveau, mais cette fois-ci, c'est le choix des cibles qui intrigue. Jeunes des cités contre jeunes privilégiés, lycées pro contre lycées généraux, rappeurs contre rockers. C'est eux les victimes. Car les victimes, comme les appellent ironiquement les casseurs, se recrutent principalement dans les mouvements adolescents en vogue, comme les skateurs ou les rastas. Il n'en faut pas plus pour que certains parlent de racisme anti-blanc, de racisme à rebours
Mais ces casseurs, qui se disent eux-mêmes victimes de discrimination, réfutent en bloc. C'est pas question noir, blanc, gris, jaune. Moi, je regarde pas la tête, moi. Ah ouais. Jouer, il a un bon truc, voilà. Hein. On veut l'argent. Hein. Voilà, c'est pas question de noir, blanc, jaune, etc. Alors simplement, s'il n'y a pas de propos explicitement racistes dans ce reportage de TF1, c'est que le journaliste n'en a vraiment pas entendu ou qu'il ne les a pas conservés au montage. Alors Rabah Ait Amadouche, il me dit que tous les jeunes qu'il a rencontrés ont tenu le même discours que ceux-là et qu'il n'était pas question de racisme dans tout ce qu'il disait. Voilà, je voudrais juste préciser aussi, puisque c'est le moment, que ce journaliste était d'accord pour venir débattre avec nous sur le plateau, mais que le directeur d'information de TF1, Robert Namias, le lui a formellement interdit. On commence à avoir l'habitude. Alors, donc, lui est allé sur place, il n'entend pas de propos racistes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut... C'est tout à fait possible. Je n'ai pas d'éléments pour réagir là-dessus. Je crois que, et c'est ce que j'ai voulu faire passer dans le papier, même si évidemment, à travers un titre, on axe sur un élément fort, mais que ce qui a motivé ces jeunes, c'est un ensemble d'éléments. Il y a la partie économique qui est évidente. Ils ont fait des portables, ils ont fait des lecteurs MP3. En passant, il faut signaler que les jeunes qui se baladent aujourd'hui ou qui manifestent ont de véritables fortunes sur eux. C'est une différence avec ce qui pouvait se passer il y a 10 ans. Ils ont souvent plusieurs centaines d'euros sous forme électronique. Sous forme électronique, oui. Voilà, donc ça c'est un premier point. La partie ludique qui est vraiment importante, c'est-à-dire que pour certains c'est une sorte de jeu vidéo grandeur nature où ils ont pu bastonner comme visiblement certains aiment le faire. Il y a un troisième élément que volontairement j'ai présenté sous forme de, et c'est les termes exacts, de jalousie sociale et de racisme. C'est-à-dire que à travers ce que j'ai entendu de leur part, je n'ai pas les moyens aussi vite de distinguer ce qui relève de la jalousie sociale et du racisme. Donc et je dirais qu'il y a un quatrième élément que n'était pas suffisamment abordé dans l'article, mais on ne peut pas tout faire, c'est la haine de la différence. Et ça apparaît à travers les skateurs notamment, c'est-à-dire le discours qu'ils ont sur les skateurs qui ont le malheur de se promener en ayant des cheveux longs, des pantalons un peu différents des leurs, un discours qui est effrayant dans la haine de la différence. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas d'avoir des casseurs qui ont un discours un peu différent. Vous décrivez bien toutes les composantes du discours. Est-ce que vous avez approuvé l'appel signé, initié notamment par Hashomer Hadzaïr? Alors, j'ai pas, moi, en tant que journaliste, à approuver... Non, mais personnellement. Alors, à titre personnel, ce qui est autre chose, j'ai été partie choquée par cet appel, ce qui peut paraître curieux alors même qu'il s'appuie sur votre papier, sur mon papier. Choquée d'abord parce qu'il lie deux événements qui, pour moi, n'ont aucun lien, c'est-à-dire des violences en marge d'une manifestation contre la guerre en Irak il y a 2 ans et ces manifestations-là. J'ai aucun élément de preuve qui me permet de faire le lien entre ces deux événements. Donc ça, c'est un premier point que je trouve alors important. Que ces deux événements sont liés dans l'appel, puisqu'il faut rappeler qu'il y a 2 ans, au moment des manifs contre la guerre en Irak, plusieurs militants de votre mouvement qui sortaient du local du mouvement, je crois que l'un d'entre eux portait une kippa sur la tête, ou peut-être plusieurs, je ne sais plus. Non, l'un d'entre eux portait une kippa sur la tête, avait été victime de violences de la part de jeunes qui participaient à une manif. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ce que vous dit Luc Brunner? Quel est le rapport entre les deux? Puisqu'on pouvait supposer, dans le cas de la première agression, qu'il s'agissait d'une agression antisémite. Un de vos militants avait une kippa. Là, il n'y a manifestement rien d'antisémite. Non, je voudrais que les choses soient parfaitement claires. Nous, l'appel ne sert pas à rendre tous les racismes égaux. Mais pourquoi lier les deux? Pourquoi lier les deux? Parce qu'au final, même si les coups sont différents, même si les racismes sont différents, et même si cette forme de racisme, et j'en suis convaincu, est nourrie de frustration sociale, et donc est différente de l'antisémitisme qu'on a pu voir, qu'on peut observer ces dernières années, les plaies des victimes sont les mêmes. Les gamins qui se sont relevés de cette manifestation et les gamins qui sont sortis de la manifestation il y a 2 ans, dont certains nombres avaient été agressés, se sont levés avec les mêmes hématomes et avec la même solitude si personne ne les soutient. Oui, mais enfin ça suffit pas à établir un... Très bien, mais écoutez, il faut que les choses soient parfaitement claires. Oui, Michel Todorel. Non, mais c'est une accusation grave quand même entre l'identité des plaies et les ratonnades anti-blancs. Moi, encore une fois, ce que je trouve inquiétant dans ce débat, voire malsain, c'est l'espèce de racialisation des violences juvéniles. Bon, parce que ces formes de délinquance ne sont pas nouvelles. Hein. Bon, quand on parle de casseurs, d'ailleurs, je pense qu'on se trompe de catégorie, parce que ce n'est pas des casseurs. Ça n'a rien à voir avec les casseurs, ni des années 90, ni les autonomes des années 70. Comment vous appelleriez? Bon, c'est des cogneurs ou c'est des voyous, bon, hein, mais c'est pas des casseurs au sens où ils descendent des vitrines. Bon. Alors, ce qui est nouveau, c'est effectivement la dimension ethnique. Hein. Bon,
sur laquelle non, mais on focalise. cette dimension éthique, c'est une invention journalistique ou est-ce que quand eux ils disent on a envie de se faire des petits blancs qui ont des têtes de victimes, est-ce que c'est pas eux qui racialisent Ce n'est pas une invention journalistique, vous le savez bien, Daniel Schneiderman. Les médias n'inventent pas la réalité, mais ils l'amplifient, ils la diffusent. Dans l'article de Luc Bonner,